Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Candidature unique de l'opposition, est-ce possible? C'est la question à laquelle deux invités sur ce plateau vont répondre. Il s'agit de Nouhoum Togo, porte-parole du chef de file de l'opposition, et Nouhoum Keïta du parti Sadi, également de l'opposition, et une troisième invitée qui a promis de nous rejoindre. Elle s'appelle Madame Kadjatou Fofana de la coalition pour l'alternance et le changement. Mesdames et messieurs, je suis Mohamedou Touré. Bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue. Le grand dialogue. Depuis quelques jours, une partie de la population malienne s'interroge sur la candidature unique de l'opposition souhaitée par certains responsables de l'opposition. Alors, nous, Togo, cette candidature unique est-elle possible? À ce stade de la question, nous pensons que c'est une réflexion que nous avons voulu faire en son temps pour parler de la candidature. Parce que, comme vous savez, nous sommes aujourd'hui préparés pour aller aux élections présidentielles 2018. Donc, la question a été posée, c'est des réflexions. À ce stade de la chose, nous pensons que nous avons évolué un peu pour ne pas parler aujourd'hui de la candidature unique au sein de l'opposition. D'accord. Nouhoum Keïta, pardon, quel est votre avis sur cette candidature unique? Oui, bonsoir. Je dirais que une candidature unique de l'opposition pour la prochaine présidentielle ne me paraît pas possible. Et pour plusieurs raisons. Quand on se réfère un peu à la signification même de partis politiques, puisque ce sont les partis qui compétissent, qui vont à la conquête du suffrage des Maliens, vous savez que les partis ont des objectifs différents. Ils ont des visions et des stratégies différentes. Donc, forcément, dans le contexte actuel, ça va être très difficile que tous ensemble acceptent qu'on aille vers une candidature unique. Et il y a aussi beaucoup d'autres raisons que nous pourrons aborder. Et quand vous dites que des visions différentes, êtes-vous en train de dire que l'opposition n'est pas soudée? Non, ce n'est pas une question d'être soudé ou pas. Un parti politique, c'est l'expression des intérêts d'un groupe de citoyens qui s'organisent et qui vont à la conquête du pouvoir d'État. Et lorsque ces intérêts sont défendus par un courant politique, alors ces éléments qui se trouvent dans ce parti s'organisent et développent donc les meilleures stratégies pour arriver à la conquête du pouvoir. Donc, forcément, vous savez que les partis, ils ont, du point de vue de leur position dans le système de production et dans la sphère économique, n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes visions. Donc, ce n'est pas possible que... L'intérêt général ne devrait-il pas être l'intérêt de la nation, la préoccupation de tous les Maliens? Alors, est-ce que les partis de l'opposition ne devraient pas tomber d'accord sur quelqu'un par rapport à ce sujet? Bon, la notion d'intérêt général, elle se défend selon justement que l'on se trouve d'un bord ou d'un autre bord politique. Et je dis que tout est question d'intérêt, intérêt de classe, permettez-moi l'expression, parce que forcément, par rapport à l'intérêt général, je ne peux pas avoir la même vision, la même interprétation que mon ami et jeune frère Nouhoum Togo. Donc forcément, les différentes forces politiques ne partagent pas la même façon de défendre cet intérêt général. La notion d'intérêt général a un contenu. Donc, ce qui est intérêt général pour Nouhoum Togo ne peut pas l'être pour moi, ou ce qui est l'intérêt général pour le parti de Nouhoum Togo ne peut pas être l'intérêt général de mon parti. Donc, vous voyez, il faut donc faire une analyse à la fois politique, à la fois sociologique, déterminer nos positions respectives, nos positions dominantes respectives dans l'espace politique et économique pour pouvoir justement arriver à une conclusion et se donner une idée juste de ce qu'un parti politique. Écoutons l'avis de Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré qui vient d'accepter de nous rejoindre sur ce plateau par téléphone. Quel est votre avis là-dessus, Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré? Vous êtes avocat. Merci beaucoup. Moi, je pense que notre ami qui vient de parler tout à l'heure, son nom m'a échappé. C'est Nouhoum Keïta du parti Sadi. Nouhoum Keïta, il a dit beaucoup de choses très intéressantes.
Mais je voulais simplement ajouter des éléments, en tout cas complémentaires à son analyse qui me paraît d'ailleurs pertinente. C'est-à-dire la question de la candidature unique, elle est envisagée du côté simplement des partis politiques et principalement de l'opposition. Mais j'ai l'impression qu'on oublie un tout petit peu également la sociologie relative aux électeurs. Vous savez, pour qu'il y ait parti politique, pour qu'il y ait suffrage, il faut qu'il y ait des votants, il faut qu'il y ait des citoyens. Et le vote est un acte individuel qui est basé sur des critères aussi intimes, donc très très variés, d'une personne à une autre, d'un groupe également à un autre. Maintenant, la question de la candidature, c'est vrai que c'est un souhait pour une bonne partie de nos compatriotes dans le contexte où nous vivons. Mais en réalité, objectivement, est-ce que c'est faisable? Je pense que la réponse est entre les mains des partis politiques. Est-ce qu'ils ont suffisamment de moyens pour pouvoir harmoniser les points de vue et décider d'y aller en commun? Moi, je pense que seuls les partis politiques peuvent répondre à cette question. Mais en ce qui me concerne, je vais m'appesantir sur le côté des citoyens. Par exemple, si l'opposition parvient à dégager un candidat unique, est-ce que l'opposition peut nous assurer que les consignes qu'ils vont donner, est-ce que tous les citoyens, en tout cas, vont se reconnaître dans ce leader-là? Il peut y avoir 5-6 partis politiques avec des chefs de parti. On va choisir un chef de parti politique. Certains s'y reconnaîtront, d'autres ne s'y reconnaîtront pas. Êtes-vous en train de dire que la plupart de ces partis politiques ne sont pas représentatifs? Non, ce n'est pas ça. Je veux dire, on ne se reconnaît pas forcément à un leader. Il y a un leader A, un leader B, un leader C. Moi, je suis pour le leader C, mais c'est le leader A qui est choisi, donc je ne me reconnais pas en lui. Est-ce que je dois forcément voter pour lui pour respecter les consignes du parti, enfin de l'opposition? Ou bien, soit je dis maintenant que je vote pour lui pour respecter les consignes, en tout cas de l'opposition, soit je me retiens. Donc, il n'y a aucune assurance sur l'effectivité du suivi des consignes que l'opposition peut donner par rapport au choix d'un candidat qui ne va pas forcément correspondre aux attentes de tous les militants de ces partis divers et variés. Donc, la sociologie des électeurs, la capacité des partis à faire suivre également des consignes est une donnée importante qu'il faudrait interroger. Est-ce que, même s'ils se mettent d'accord, on est sûr que les militants des divers partis maintenant vont se reconnaître en ce seul leader? D'accord. Et là, maintenant, on peut se dire simplement que le choix d'un seul leader par rapport à l'opposition peut être un facteur négatif dans ce cas-là. D'accord. Nouhoum Togo, vous êtes le porte-parole du chef de file de l'opposition. Vous n'êtes pas d'accord pour une candidature unique. Alors, est-ce que c'est parce que vous pensez que l'opposition n'a pas aujourd'hui les moyens nécessaires pour trouver une candidature unique, un candidat unique? Non, parce alors, que vous savez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour aller à la candidature unique, il faut aussi des programmes. Qu'ensemble, qu'on se retrouve pour mettre au moins le programme minimum pour qu'on puisse aller ensemble. L'opposition ne peut-elle pas faire ça? Non, je dis il faut ça parce qu'aujourd'hui, le timing que nous avons ne nous permet pas d'aller à ça. Et en même temps, aujourd'hui, ça veut dire les partis politiques cherchent à conquérir le pouvoir. Sur l'organisation pratique sur le terrain, chacun veut aussi peser ça veut dire ses poids au niveau de l'ensemble des localités du Mali pour les élections futures, pour les élections législatives. Et les élections, donc pour l'organisation des partis politiques. Aujourd'hui, le regroupement de façon stratégique ne nous permet pas directement de battre Ibrahim Boubacar Keïta, parce que nous savons ce qui se passe. Donc nous avons analysé le tour, le pour. Expliquez-nous. Ah non, je vous explique qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. De façon unique, donc le combat est très facile. Mais nous sommes convaincus d'une chose, avec au moins ces 3, 4, 5 candidats, donc le 51% n'est pas possible. Alors donc, nous avons analysé l'ensemble de ces aspects. Au départ, c'est des propositions concrètes, mais avec l'évolution de la situation, c'est que nous sommes en train d'aller très vite. Nous sommes en train de travailler avec l'alternance 2018. C'est que l'ensemble des partis politiques, tous ceux qui sont opposés au programme du président Ibrahim Boubacar Keïta, demain, on va se retrouver dans les jours à venir pour signer des accords. Et maintenant, si quelqu'un vient contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, tout le monde va s'ériger contre le président Ibrahim Boubacar Keïta et ça sera facile pour nous de le battre. Alors aujourd'hui, quand vous parliez de chance par rapport à cette candidature unique, êtes-vous en train de penser au triple A, puisque certains pensent que l'administration, l'argent et l'armée sont en faveur du chef de l'État? Non, je ne le crois pas, franchement, on n'a pas peur de ça. Oui. Hier, effectivement, le peuple malien, une partie des religieux, une partie de l'armée était avec Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le contraire aujourd'hui si on prend la situation et qu'on analyse. Êtes-vous sûr que c'est le contraire? Je suis sûr parce que j'ai travaillé au niveau de l'armée. Est-ce votre avis également, Nouhoum? Oui, je pense que d'abord, en réponse à la question que vous avez posée à Nouhoum Togo, je dirais que
la question de la candidature unique, il a bien souligné, il faut convenir d'un programme. Alors, la question fondamentale qu'on se pose, est-ce que nous allons aller à une candidature unique pour perpétuer le même système de gestion que nous avons dénoncé depuis l'arrivée d'Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir? Mais expliquez quelque chose. L'opposition ensemble ne peut pas choisir un chronogramme pour l'opposition et défendre cela. Mais chaque candidat a le temps de choisir, de préparer un chronogramme. Comment pouvez-vous expliquer ça? Je pense que la préparation d'un chronogramme ne signifie pas... un programme plutôt. Oui, le programme, je dis, le programme, c'est le reflet de la vision et des intérêts d'un groupe, donc de personnes qui se retrouvent dans un parti. Justement, ce groupe ne devrait-il pas être l'État, la nation malienne? Non, le groupe constitué, donc qui défend ses intérêts de classe, c'est ce groupe qui va à la conquête de l'appareil d'État. Et maintenant, une fois qu'il a conquis l'appareil d'État, il réalise son programme. Pour qui? Et justement pour d'abord défendre ces groupes sociaux qui sont... Ces groupes ou les Maliens? Vous savez, je ne suis pas un romantique. Ma vision et ma conception de l'État, c'est une conception de classe. L'État que je défends n'est pas un État qui va défendre l'intérêt général de tous les citoyens. Et écoutez très bien Macron. Et les actes posés par Macron signifie clairement que ce n'est pas un État qui défend l'intérêt de tous les Français. Il y a le discours qui vise à sublimer, à montrer aux gens que le pouvoir que j'ai, c'est pour tous les Français. Mais aujourd'hui, à travers les réformes, à travers les luttes sociales qui sont menées en France, on se convainc, on a tout de suite la preuve que ce n'est pas un pouvoir qui défend les intérêts de toutes les classes sociales en France. Mais c'est les intérêts du complexe militaro-industriel, des grands groupes financiers, des banquiers. Mais au Mali, quelle est la situation? Au Mali, vous savez la situation. D'abord, quand on analyse la formation économico-sociale, on sait que l'État est dominé par une minorité, donc par une bourgeoisie intellectuelle complètement déconnectée des réalités. Et cette bourgeoisie intellectuelle est dominée par les forces religieuses mystificatrices qui sont en train de... L'opposition ne fait-elle pas partie de cette bourgeoisie? Et vous savez, je dis qu'il y a question de classe. Je n'ai pas dit que telle opposition... je n'analyse pas, je ne fais pas une analyse politique en fonction du positionnement de tel ou tel individu. Je dis que c'est une classe. Et tout le monde sait que depuis l'avènement de la démocratie, c'est cette bourgeoisie intellectuelle et néocolonisée qui détient les commandes de l'État et qui mène des actions, qui mène des réformes dans le sens donc de la défense des intérêts donc, de cette couche minoritaire. Et malheureusement, il y a un divorce qui est là, qui est patent, entre le peuple et cette bourgeoisie. Maintenant qu'il y a une prise de conscience qui commence à s'affirmer, et là, en ce moment, les élections de 2018 vont déterminer avec précision quelle orientation justement cette classe politique va prendre par rapport au changement, par rapport aux enjeux véritables auxquels notre pays est confronté. Vous savez que nous sommes un pays complètement sous occupation, un État complètement en déliquescence, et donc une classe politique qui assiste impuissante justement à cette situation, qui n'a pas les moyens et la possibilité de changer, en tout cas dans l'immédiat, le rapport de force. Et donc les élections qui vont arriver vont donc déterminer le niveau d'organisation, le niveau donc de prise de conscience des citoyens qui vont et qui doivent aujourd'hui s'organiser pour marquer la rupture. Et c'est justement dans ce sens qu'il faut donc travailler pour qu'aux prochaines élections présidentielles, les forces politiques qui vont accéder au pouvoir inscrivent leur action dans le cadre d'une rupture avec cet ordre politique qui, malheureusement, n'est pas un ordre en faveur des intérêts de notre pays. Maître Abdrahmane Ben Mamata Touré, est-ce que c'est parce que l'opposition n'aura pas le temps de constituer un programme pour toute l'opposition, ou est-ce que c'est parce que l'opposition n'est pas soudée que l'opposition ne peut pas avoir aujourd'hui une candidature unique? Moi, je pense qu'avoir une candidature unique, c'est là où on peut même penser qu'il y a une anomalie. Parce que quand on regarde les partis politiques, ils sont fondés quand même sur un clivage idéologique, des appartenances à des pôles, à des obédiences différentes. Donc, si vous voulez franchement gommer toutes ces divergences idéologiques de positionnement, tant sur le plan économique, social, culturel, etc., pour arriver à ce qu'on appelle une candidature unique,
je me dis que c'est une situation qui relève vraiment du fantasme. L'opposition n'a même pas vocation à chercher un candidat unique. Alors, qu'est-ce qui a poussé ceux qui ont proposé? Qu'est-ce qui a motivé ce choix pour ceux qui l'ont proposé? Ce choix. Oui. Ceux qui ont proposé une candidature unique, ce sont certains responsables de l'opposition. Je vous ai dit que c'est des souhaits, c'est des vœux. Mais la réalité, elle est tout autre. Entre ce qu'on désire et ce qui est, il y a tout un monde. Il n'est même pas bon que dans notre système démocratique, ce n'est même pas bon pour la vitalité de notre démocratie que tous les partis politiques se retrouvent à combattre un seul homme. Moi, je pense que les partis politiques maintenant doivent dynamiser leur exercice démocratique, essayer de s'organiser, conquérir le pouvoir, parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments en jeu. Si on fait cette forme de connivence avec un seul candidat de l'opposition, on va aux élections présidentielles, la question maintenant du poids des partis politiques maintenant par ordre de représentativité va être un peu compromise. On aura quel référentiel pour savoir que tel parti est mieux implanté que tel autre, sauf les législatives qui, pour moi, ne sont pas simplement suffisantes. La question du financement des partis politiques, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de données qui peuvent sortir, en tout cas, dans la compétition diverse et variée, qui contribuent à alimenter ce qu'on peut appeler la vitalité même de notre démocratie. Si pour des questions de vœux, simplement, on veut gommer tout ça en choisissant une seule personne comme représentant de l'opposition, moi, je pense qu'on n'aurait pas la chance d'avoir un classement du type en disant que X est devenu premier aux élections présidentielles, Y deuxième, Z troisième, et machin quatrième. Certains pensent quand même que ce serait des dépenses limitées avec un seul tour, pas deux tours. Mais quand on choisit un suffrage universel à deux tours, on se donne les moyens de les prendre en charge. Soit on reste dans ce mode de suffrage à deux tours, là on finance, soit on change de mode de suffrage. On revient à un seul tour, c'est une question de choix. En plus, en choisissant le suffrage universel à deux tours, ça veut dire qu'on veut aller vers un système d'exercice démocratique qui est vraiment vigoureux, qui est assez dynamique, et cela maintenant entraîne un coût. Vous savez, il y a des choses qui relèvent du domaine du quantifiable, du qualifiable, et d'autres ne relèvent pas du domaine du quantifiable. Nous sommes en matière de démocratie, les indicateurs sont des indicateurs d'efficience, des indicateurs de qualité, pas des indicateurs de quantité. Donc, une gestion axée sur les résultats, en financiarisant ou en mettant que des données économiques dans le cadre d'un exercice démocratique, c'est comme si on met les mêmes données dans le cadre de l'accès à l'eau potable, l'accès à la santé. Donc il y a des domaines qui échappent carrément à cette histoire de calcul pur et simple parce que ce sont des valeurs. On a un système démocratique qui a un coût, et ce coût est pour le bien-être de toutes les populations et pour la démocratie malienne. Je voulais simplement corriger, avant de terminer, une ou deux choses chez notre ami nous. Quand il a parlé du président Macron, la partie a retenu mon attention, mais le développement m'a un peu échappé. Moi, j'ai l'impression que dans son développement, il y a une petite confusion entre l'État et le pouvoir. Vous savez, l'État, quand on l'envisage à travers ses productions, qui sont soit les politiques publiques, soit les services publics, l'État français, avec sa devise, est un État qui travaille pour tous les Français, quelle que soit leur classe, quelle que soit leur origine sociale. Maintenant, on peut avoir un pouvoir en place qui a en tout cas des affinités avec des multinationales et autres. Mais cela ne veut pas dire que l'État français est un État de classe ou qui travaille pour une seule classe. Un régime peut être un régime de classe, mais l'État n'est pas un État de classe. Donc je voulais simplement fermer cette parenthèse qui me paraissait importante. D'accord, Maître Touré. Alors, nous, Togo, certains pensent également que cette candidature unique au niveau de l'opposition n'est pas possible parce qu'il y a une division au sein de certains partis, même de l'opposition. Que les gens se rassurent, parce que nous savons ce que nous faisons, et donc nous travaillons de façon stratégique, de façon méthodique, et nous savons là où nous allons partir, donc nous sommes en train de travailler, il n'y a pas de tâtonnement. Alors donc aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a eu des divergences, c'est normal, même dans les familles, il y a des divergences, ça ne veut pas dire qu'il y a des divergences que la famille va s'éclater. Alors donc c'est normal qu'il puisse y avoir ce débat d'idées pour qu'ensemble nous puissions travailler pour améliorer aujourd'hui les conditions de vie des Maliens. Mais aujourd'hui, le travail de fond, c'est que nous avons évolué, comme je l'ai dit, dès au départ. Au départ, c'était proposé par Tchiblin Dramé, mais avec le débat au niveau de l'opposition, nous avons évolué. Et donc aujourd'hui, il y a 2 ou 3 ou 4 candidats qui sortent du lot. De l'autre côté, Maliba avec Michel Diallo. Il y a aujourd'hui, au niveau des phares, ils sont en train de sortir. Alors, déjà, s'il devait y avoir une candidature unique,
Qui serait-il? Non, il n'y aura pas de candidature unique. Ça, on a fini. On a tourné la page. Donc, le 12, Soumaïla va se présenter avec son groupe. Alors, donc, au niveau de Est-ce que c'est Soumaïla qui sera le candidat unique? Qui devrait être le candidat unique? Nous ne l'avons pas dit. Mais si on tient compte quand même de façon... aujourd'hui, compte tenu de l'implantation des partis politiques, compte tenu du nombre de députés, compte tenu... S'il y a des critères, il y a au moins des critères. S'il y a des critères, aujourd'hui, Soumaïla est mieux placé que les autres. Êtes-vous d'accord, J'ai dit s'il y a des critères. Bon, je pense que moi je trouve que il n'est même pas qu'on ne s'attarde pas sur cette question de candidature unique. Parce que d'abord, c'est une candidature unique. Ce n'est pas l'expression de vision plurielle, ce n'est pas l'expression de contradiction entre les gens qui prétendent briguer le suffrage des Maliens. Et aller dans la situation actuelle à une candidature unique me paraît impossible. Il y a cependant, lorsque on sent que le pays, dans la phase historique dans laquelle nous nous trouvons, par exemple, où, lors, par exemple, de cette bataille pour la révision constitutionnelle, il y avait deux camps qui s'affrontaient. Il y a ceux qui voulaient qu'on révise notre constitution, il y a ceux qui pensaient que cela n'était pas possible. Et donc, il y a deux camps qui étaient face à face. Et je pense que dans le contexte actuel, c'est retrouvé, par exemple, par rapport à la situation de notre pays, l'insécurité sur laquelle le pouvoir actuel ferme les yeux et les oreilles, une insécurité qui ne fait que s'amplifier. Et souvent même on se demande, lorsqu'on les entend, s'ils ont vraiment conscience de leurs responsabilités par rapport à la gestion de cette question cruciale, fondamentale et déterminante pour l'avenir de notre pays. Donc sur les questions d'insécurité, sur la question de la présence des forces étrangères dans notre pays, on peut justement se retrouver, voir à quelle étape du processus nous nous trouvons, quelle action nous pouvons mener collectivement pour pouvoir faire en sorte que le pays soit libéré de la situation. D'accord. Candidature unique ou pas, c'est pour que les gens puissent voter pour un candidat. Alors aujourd'hui, est-ce que les partis politiques, les Maliens ont même confiance à ces partis politiques que vous représentez? Alors vous posez une question extrêmement importante. Comme je l'ai dit, la confiance, elle se mesure par rapport au positionnement des partis politiques. Et vous savez pertinemment que depuis pratiquement un quart de siècle, nous sommes engagés dans le combat pour la démocratie, pour le multipartisme. Alors, tout le monde sait que le combat pour nous nous sommes battus, mon ami, mon camarade, nous nous sommes battus en 91 pour parvenir au changement. Et cela a été extrêmement difficile. Mais quand vous parlez de positionnement, êtes-vous en train de dire que le parti au pouvoir est le plus écouté, puisqu'il semble être le parti qui a plus de représentatifs? Bon, vous savez, quand on fait une analyse sur comment les élections se passent, comment les choses... Alors, vous savez, c'est extrêmement difficile. On a un système électoral qui doit être changé fondamentalement, parce que la question de vote est fondamentale dans notre pays. Ouais. Et lorsqu'on voit, on fait un calcul du pourcentage de Maliens qui votent et par rapport au nombre de la population, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ceux qui sont élus sont vraiment légitimes? Oui. Est-ce que la légitimité et la légalité sont là? Alors j'écoutais avec beaucoup de plaisir le président de la République hier, extrêmement assuré, lui-même en train de dire qu'il a été élu démocratiquement et légitime. Mais vraiment une chanson qui ressemble à un disque rayé, finalement. Donc, et puisque c'est lui qui le dit, je l'ai écouté, mais au fond de moi-même, j'ai eu beaucoup de peine. Parce que lui, il doit s'interroger aujourd'hui sur la signification véritable du vote des citoyens maliens. Qu'est-ce que lui, il est en train de faire pour que cette légitimité qu'il souhaite et donc solliciter très prochainement puisse être réelle. Et qu'est-ce que les partis politiques eux-mêmes aussi ont fait, puisqu'ils ont bénéficié de l'aide aux partis politiques? Oui, justement, mais le fait de bénéficier de l'aide, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas de l'aumône que les partis politiques ont. Est-ce que les partis politiques jouent ce rôle de conscientisation, de sensibilisation de la population? Ils le jouent du mieux qu'ils peuvent. Et vous savez pertinemment l'impact est-il visible? Alors, écoutez, je dis que leur combat a servi à quelque chose.
Et cette année, incontestablement, on a obtenu le retrait donc, du projet de révision constitutionnelle. Ça, c'est quand même le résultat de cette alliance entre les forces politiques, les forces sociales, les forces syndicales, etc. Il y a eu un mouvement d'ensemble. Et les partis ont joué un grand rôle dans ce mouvement d'ensemble. Et donc, on a obtenu ce retrait. Et aujourd'hui, c'est grâce au combat des partis politiques que la question même de l'organisation des élections dans les conditions de transparence et de régularité qui feront qu'il n'y aura pas de contestation, c'est leur combat qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement, même si c'est à la hâte, à la hussarde, d'accord. Maître Touré, êtes-vous d'accord avec... Je voudrais répondre à tout de suite, vous aurez l'occasion. Tout de suite, c'est un invité. Oui, tout de suite, vous aurez l'occasion. Maître Touré, êtes-vous d'accord avec Nouhoum Keïta sur cette question concernant les partis politiques? Est-ce qu'ils jouent réellement leur rôle? Est-ce que les Maliens ont aujourd'hui confiance à ces partis politiques? Alors, moi, je pense que pour mesurer le rôle des partis politiques et la confiance que les Maliens ont en ces partis politiques, ni vous, ni moi, personne, en tout cas à ma connaissance, n'a des indicateurs de mesure fiables par rapport à ça. Nous ne pouvons que partir de ce qui s'est passé ces dernières années, en tout cas ces derniers temps dans notre pays. On a eu pendant la fièvre de la révision constitutionnelle, moi j'ai eu la chance de faire partie de la plateforme Anter-Bana comme mes deux autres co-débatteurs sur le plateau. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'associations de jeunes, de mouvements d'horizons divers qui étaient là et il y avait des partis politiques. Et l'une des questions qui avait été posée depuis les premiers instants de la plateforme, c'était le financement même de cette structure. Et des idées ont émergé en disant que ce sont les partis politiques qui bénéficient de l'aide aux partis politiques. Donc, comme tel, ces partis politiques doivent soutenir ces activités. Et moi, j'ai observé que ces activités ont été menées, en tout cas dans une chronologie assez intense, avec des activités diverses et variées, avec plusieurs volets, communication, mobilisation, fabrication de supports communicationnels et tout ce qui s'ensuit. Donc moi, partant de là, je me dis quand même que les partis politiques, en tout cas, ont fait preuve quand même quand on regarde, Maître Touré, le taux de participation des électeurs aux différentes élections qui sont passées, est-ce qu'on peut dire que les partis politiques ont réellement joué ce rôle de sensibilisateur par rapport à la participation des citoyens aux élections? Parce que je vous comprends parfaitement, vous m'avez coupé dans mon développement. Votre question, elle est à plusieurs volets. Je vous ai parlé d'un moment qui s'est passé, que nous avons tous vécu. Je vous ai démontré que les partis politiques ont participé à l'éveil des consciences. Et vous m'amenez sur la question des élections comme si la mission et le financement des partis politiques est donné simplement pour la phase électorale. Pas simplement, mais c'est également un de rôle. Non, pas du tout. Un des objectifs. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai toujours soutenu, c'est que les citoyens, il faut sortir de la démocratie purement électoraliste, qui font des citoyens simplement d'un instant T, l'instant des élections. Les citoyens doivent retrouver cette citoyenneté continue à travers la veille qui est en train d'être faite dans ce pays-là. Et la plateforme Anter-Abana est un exemple palpable de l'œil du peuple qui accompagne sa voix. On n'était pas dans un moment électoral. Donc le rôle des partis politiques, c'est de continuer également à accompagner les citoyens, même pendant les périodes hors élection, pour que ces derniers puissent être en même de comprendre les enjeux de la nation, de dire non au régime en place lorsque les choses se passent comme ça ne se doit pas. Je pense que les partis politiques ont un rôle plus important en amont des élections, en aval des élections plutôt qu'au momentum des élections. Voyez-vous, donc on n'a pas les mêmes conceptions du domaine d'intervention des partis politiques et le point sur lequel ils doivent axer un peu plus leurs efforts. Pour moi, les financements accordés, en tout cas les grands partis qui bénéficient de ce financement, moi j'ai vu, la majorité de ces partis étaient avec nous lors des événements qui ont présidé à la mise en place de la plateforme et ces partis ont accompagné. Donc à partir de là, je peux dire quand même que ces partis ont fait montre de leur implication dans la revitalisation de notre démocratie, dans la formation et l'éveil des citoyens. D'accord, Maître Touré. Nouhoum Togo, certains estiment que le marchandage et le partage sont culturels au Mali. Alors s'il devait y avoir une candidature unique au niveau de l'opposition, qu'est-ce qui allait être marchandé ou partagé? Vous savez, la différence pour moi, d'abord, si nous voulons changer tout ce qui se passe au Mali,
Effectivement, les gens pensent que on vend souvent, on essaie de changer souvent, mais je pense en toute honnêteté aujourd'hui, il faut changer tout ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Il faut l'équipe. Parce que le véritable problème, c'est que nous ne pouvons pas gérer le pays sans équipe. Aujourd'hui, c'est que depuis des années, nous avons vu ce qui s'est passé. Je prends l'exemple souvent du RPM. Au départ, le RPM, je pensais qu'ils avaient des équipes. Mais aujourd'hui, c'est que le président lui-même pense que ce n'est pas le RPM qui l'a soutenu pour qu'il soit élu et qu'il pense que c'est les Maliens. Donc finalement, ça veut dire qu'il n'a pas d'équipe. Donc on ne peut pas gérer... Il a dit ça? Il a dit devant l'opinion nationale et internationale. Il le dit toujours. Il dit que ce n'est pas le RPM qui m'a choisi et c'est le peuple malien qui m'a élu. Alors donc, nous pensons que nous ne pouvons pas gérer le pays sans équipe. Il faut avoir des équipes, il faut avoir des talentueux, il faut avoir des spécialistes dans ça pour essayer de travailler. Mais on ne peut pas continuer à colmater, prendre les gens par-ci, par-là. Aujourd'hui, je prends un exemple. Si demain, nous, on arrive au pouvoir, il faut que les gens de l'autre côté comprennent désormais qu'ils ne seront pas avec nous. Il faut que ça soit très clair. Parce que je ne peux pas comprendre des gens comme des hommes politiques. N'est-ce pas ce que le président promettait avant d'être élu? Non, il n'a jamais... Au contraire, lui, il a dit qu'il ne partage pas des gâteaux, parce qu'au contraire, il n'a même pas de gâteaux. Tout a été partagé, parce qu'on le savait, parce qu'il n'avait pas d'équipe. Aujourd'hui, c'est que tous ceux qui travaillent au niveau de l'opposition ont l'équipe, ont des équipes. Par exemple, je prends le cas Soumaïla, je prends le cas Sadi, je prends le cas aujourd'hui Diallo. Ils ont des hommes et des femmes conçus, capables aujourd'hui. On sait demain, s'il faut mettre le gouvernement, on sait qui peut être ministre de ci, ministre de cela. Qu'est-ce qui peut prouver aux Maliens que ça va changer? Ça va changer parce que c'est les hommes. C'est les hommes. Parce que l'engagement... Non, la différence entre nous, c'est que nous sommes prêts donc, à nous mettre au travail et à créer les conditions pour que les Maliens nous croient. La plupart de ces candidats ne sont-ils pas passés par le pouvoir? Non, ils n'ont jamais géré le pouvoir. L'élection présidentielle, comme Ibeka M. le dit, il dit que lui, il ne savait pas que c'était très dur comme ça. Mais il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Mais être certains représentants de l'opposition ont été ministres et Premier ministre également. Parce que être ministre, moi j'ai été chargé de mission. Mais aujourd'hui, être ministre et chargé de mission, ce n'est pas la même chose. Mais je dis d'abord, l'engagement des hommes, c'est qui fera que la situation va changer. Un président de la République qui n'arrive pas à se réveiller quand il arrive au bureau à 16 h, l'engagement de l'être humain, l'engagement de la personnalité de l'homme qui fera qu'on change la stratégie, la méthodologie, la pédagogie que nous avons, c'est qui fera que les gens vont travailler. Je prends un exemple. Forcément président de la République pour pouvoir changer quelque chose. Forcément, aujourd'hui, c'est une vision politique que nous avons au sommet de l'État. C'est la gestion de l'État, parce qu'aujourd'hui, je prends un cas que j'ai vécu et que j'ai suivi comment ça s'est passé, le cas Soumaïla. Soumaïla, le mois, il était Premier ministre, ministre des Finances. Il venait à la réunion, il trouvait qu'à 7 h, il n'y avait personne. La première réunion. La deuxième réunion, il est venu, il a dit à la secrétaire, dit aux autres que je suis occupé. Une fois que c'est 7 h, donc les gens ne rentrent pas. La troisième réunion, tout le monde est fini. Mais un président de la République nous a promis dès 8 h, il sera au bureau. Il est au bureau à 16 h. Dans un pays comme le Mali, un pays en crise, normalement, on doit travailler doublement. Ça veut dire qu'on doit travailler de 6 h à au moins 22 h pour relever les que le gouvernement malien ne travaille pas? Je vous jure qu'il ne travaille pas. L'opposition, est-ce qu'elle travaille? L'opposition, nous, on travaille. Nuit et jour. C'est pour cela qu'on est là. On travaille nuit et jour. Je te dis qu'on travaille nuit et jour. Moi, je sors chez moi à 6 h et quelques. Je rentre à la maison à 22 h. On bosse tous les jours. Nous sommes en train de suivre tous les jours. C'est pour ça que tu m'as appelé, tu m'as eu. Mais d'autres sont, jusqu'à présent, ils sont en train de dormir parce qu'ils sont en train de faire les siestes. Moi, je n'ai pas ce temps. Moi, je me bats tous les jours pour me réveiller, pour penser donc, et faire la conception de tout ce qui est en matière de communication, de ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, travailler pour que le Mali ne soit pas dans cette situation. Je te dis, la promesse d'abord pour le développement de ce pays, pour qu'on sorte de cette situation, c'est les hommes. Il y a trois logiques. D'abord, il faut avoir la capacité des hommes. Aujourd'hui, nous pensons qu'au niveau de l'opposition, nous avons des hommes, nous avons prouvé, nous avons bien géré les ressources que nous avons, parce que l'essentiel, ce n'est pas de discréditer. On parle souvent de la jeunesse. Je dis que la jeunesse, ce n'est pas un programme. Aujourd'hui, nous avons vécu, nous savons tous ces jeunes-là qui ont parcouru. Politiquement, on les connaît. Mais vous n'avez pas le temps de pouvoir trouver un programme et un candidat unique. Non, ce n'est pas question de programme. Je te dis, c'est des conceptions, c'est des visions. Nous refusons d'aller à ça pour se laisser battre par Ibrahim Boubacar Keïta. Cette stratégie que nous sommes en train de mettre, nous sommes sûrs. Donc vous êtes en train de dire qu'avec un candidat unique, c'est pas facile, il va nous battre avec ça. C'est clair. Êtes-vous d'accord avec cela, Maître Touré? Avant de vous donner la parole à vous, monsieur. Moi, je vous ai dit depuis le début de ce débat que la réponse à cette question appartient aux partis politiques. Je pense que nous Togo, est un représentant de partis politiques et sa voix est plus autorisée que la mienne. D'ailleurs, je pense effectivement que la candidature unique n'a même pas de sens, en tout cas pas dans le cas. Êtes-vous d'accord avec lui également quand il dit que le gouvernement malien ne travaille pas, mais que l'opposition travaille? Bon,
ça, c'est un jugement de valeur. Moi, je ne vais pas rentrer dans... Il faut pas... Ne me mettez pas dans cette difficulté. Nous, au Togo, il est dans son rôle. Mais moi, ce que j'observe simplement, c'est que dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Et ce régime, quand même, a été, en tout cas, a atteint le point crucial de tout ce qui ne marche pas. Il y a l'évanouissement de la confiance qui est fondamental dans un pays. Et nul n'ignore que les Maliens n'ont confiance ni en eux-mêmes, ni en l'État, ni en personne. Donc moi, je pense que l'un des gros chantiers qu'on aura devant nous, c'est déjà la restauration de la confiance, la révalorisation du travail, la satisfaction des besoins sociaux élémentaires avant de se lancer dans les grandes questions de réforme. Au jour d'aujourd'hui, moi je pense quand même que le pays est dans une situation qui n'est pas du tout satisfaisante et ce serait vraiment être de mauvaise foi que de dire que tout va bien dans ce pays. Et je pense que même ceux qui sont au pouvoir, ils en sont conscients. D'accord. Voilà. Maître Touré, candidature unique ou pas, quelles sont les chances de l'opposition le 29 juillet? Quelles sont, excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Quelles sont les chances de l'opposition? L'opposition a toutes ses chances parce que déjà, il y a un état psychologique, en tout cas néfaste par rapport au régime actuel. Moi, j'étais même arrivé à un moment où je me disais que ce n'était même plus la peine de faire campagne parce que le bilan de ce régime travaille déjà à sa défaveur. Donc, ce serait une perte d'argent même que de faire campagne parce que tellement que le pays dysfonctionne, tellement que les choses ont été galvaudées, que je me demandais s'il était vraiment nécessaire que l'opposition fasse une campagne. Mais ce que je retiens simplement dans cette affaire, c'est que si on remonte en 2013, ce qui a permis au président actuel d'être élu, ce n'est ni l'argent ni la force de son parti politique. C'est la confiance des Maliens, parce que les Maliens ont estimé à un moment donné qu'on peut avoir confiance en ce monsieur. Il a été perçu comme étant le sauveur. Je pense que le désenchantement est à la hauteur de l'espérance même qu'il a portée au pouvoir à l'époque. Et je me demande même si l'argent ou la force du parti politique maintenant vont faire de sorte que l'actuel président pourra se maintenir. Moi, j'ai l'impression que le Malien a compris les choses depuis 2013 et dans cette même continuité de la compréhension des choses, et le Malien arrivera simplement à sanctionner la personne à laquelle il a placé Maître Touré, les principaux leaders de l'opposition n'ont-ils pas déjà géré le pays? Je pense que si on veut réfléchir par gérer le pays, on va trouver rarement une personne qui n'a pas géré le pays au Mali. Gérer le pays au Mali, c'est servir ce pays-là, et je pense que nous avons tous, à un moment donné, servi ce pays-là. Et servir ce pays à un certain niveau de responsabilité ne vous disqualifie pas par rapport à la recherche simplement de la magistrature suprême de ce pays. Mais ont-ils créé la différence quand ils géraient? Chacun peut évaluer à son niveau de gestion. C'est ça également le travail à faire. Quels sont les candidats aujourd'hui qui prétendent à la magistrature suprême et qui ont eu des responsabilités de haut niveau dans ce pays-là et qui n'ont pas été à la hauteur? Je pense que ça peut être un des premiers critères pour dire simplement que tel ou tel a participé à tel. Mais le fait simplement de participer à un régime ne disqualifie pas une personne. Quand on regarde l'histoire même de la démocratie du Mali, tous les acteurs démocratiques servaient le régime Moussa. Donc il y a toujours cette régénération des acteurs, des Maliens qui servent dans différents régimes, mais qui à un moment donné comprennent les choses, et réévaluent la situation et se disent qu'on a fait ça pendant un moment, mais ce n'est plus possible parce que aujourd'hui, la réalité, elle est tout autre. Mais disqualifier une personne parce qu'elle a simplement servi dans un régime me paraît être un critère qui n'est pas du tout suffisant. D'accord. Nouhoum Thiam, quelles sont les chances de l'opposition? Nouhoum Keïta. Alors, je voudrais donc saisir la balle au bon pour répondre à Maître Touré. Et quand je faisais allusion à Macron, je n'ai pas du tout confondu l'État. Voilà, l'État et le pouvoir. Moi, je pense que l'État, c'est les contradictions, c'est la gestion des contradictions de classe. Et le pouvoir, c'est justement un instrument de l'État. C'est pourquoi on a le pouvoir exécutif, on a le pouvoir judiciaire. Et donc, maintenant, quelles sont les chances de l'opposition? Candidature unique ou pas? Quelles sont vos chances? Je pense que, comme Maître l'a dit, c'est le bilan. Je pense que c'est le bilan de la gestion d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été une gestion catastrophique.
à tout point de vue. Donc l'opposition va profiter de cette gestion catastrophique? Non, ce n'est pas question de profiter, c'est de montrer aux Maliens que l'opposition est capable de faire mieux, d'aller vers une autre alternative mieux que comme la quoi? gestion. Mais par rapport à la réorganisation de l'État, par rapport à la gestion qu'on voit au quotidien... Qu'est-ce que vous allez proposer qui n'existe pas? Ces orgies financières, et vous voyez, la vision même, le régime actuel n'a pas de vision. Quelle est la vision et quelle est la proposition de l'opposition qui est différente de celle du régime actuel? Alors vous voulez qu'on engage un autre débat, puisque je pense que ce n'est pas l'occasion pour nous de pouvoir parler de notre vision et de nos projets, mais je suggère justement à votre radio que je salue. Au passage, pour sa promptitude et son esprit de suite, à organiser un débat sur le programme et le projet donc des candidats. Nous le ferons. Nouhoum Togo, peut-être vous pouvez répondre à cette question. Touré, vous savez pourquoi nous avons la chance de gagner? Parce que le président Ibrahim Boubacar Keïta a parlé, il a donné la parole d'honneur en disant « Je vous donnerai la sécurité ». Est-ce qu'aujourd'hui on a la sécurité? Il nous dit « Je ferai tout pour que les Maliens discutent entre eux pour trouver la solution ». Est-ce que nous avons discuté entre nous? Il a promis au peuple malien qu'on aura l'État, ça veut dire l'État responsable. Est-ce que nous avons l'État responsable? Il dit qu'il va créer les conditions pour qu'une armée soit là, pour capable de défendre le peuple malien. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons une armée qui monte en puissance? Il a promis que d'abord tous ceux qui sont partis à l'extérieur, les Maliens qui sont à l'extérieur, il fera tout pour ceux qui sont partis au Burkina et d'autres, ils seront là. Est-ce qu'aujourd'hui ils seront là? Ils sont là. Donc les réfugiés. Donc au contraire, à Koro, les gens sont en train de partir. Donc c'est la parole. La parole, c'est elle, c'est ce qu'on juge. L'être humain est géré par la parole. Vous, c'est cette promesse que le président n'aurait pas tenue. Il favorise l'opposition. Non, le problème c'est que nous avons d'autres programmes. Alors, je vais poser la même question. Vous êtes en train de profiter de cette mauvaise gestion, entre guillemets. Parce qu'il ne peut pas le faire. Mais qu'est-ce que l'opposition a proposé? Un, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'opposition a proposé? Premièrement, d'abord, c'est les hommes. D'abord, nous sommes d'abord engagés. D'abord, l'engagement, le premier d'abord de tout ce que nous allons faire d'abord, c'est l'engagement des hommes. Nous avons un programme cohérent, capable de faire sortir le pays dans cette situation. Quel est ce programme? Le programme, c'est la vision. Quelle est cette vision? Cette vision, c'est une vision d'organisation aujourd'hui de la défense. Vision d'organisation aujourd'hui de l'économie. La gestion aujourd'hui de l'économie, on sait comment ça se passe. Il faut être dans le grain, il faut être dans la famille pour avoir des ressources de l'État et gérer avec la mauvaise corruption, avec aujourd'hui le clientélisme, avec la corruption à outrance. Pour la première fois dans l'histoire, la lutte contre la corruption en 2014 a été l'ouverture de façon extraordinaire de l'ensemble des détournements que nous avons vus, des surfacturations au niveau de l'armée. Nous sortirons de tout ça pour proposer au peuple malien comment faire gérer et comment aménager et travailler de façon technique pour que l'économie puisse travailler. Si on a une armée, on a l'économie, on a la justice, on peut faire ça. Êtes-vous sûr que ces mots se transformeront en des actes? Nous avons les moyens et on promet au peuple malien. D'accord. Alors, juste 30 secondes. Alors, vous dites, est-ce qu'on veut profiter des erreurs? Mais c'est comme un match de football. Vous êtes deux équipes. Il y a une qui commet des erreurs, mais pour que l'attaquant de l'autre camp ne va pas les marquer. Donc vous reconnaissez que vous allez profiter de cela? Ah mais bien sûr. La vie, on profite. Mais le pouvoir, il y a des erreurs qu'on peut, un État, pouvoir peut commettre. Des erreurs qu'on ne pardonne pas. N'importe qui peut commettre des erreurs. Oui, mais il y a des erreurs irréparables. Vous êtes en train de comparer un match de football à la crise actuelle que vit le Mali. Je suis en train de donner, quand vous dites que l'opposition veut profiter donc des erreurs, je dis c'est comme dans une compétition. Où c'est des forces politiques qui offrent leur projet, leur programme à un pays. D'accord, Maître Touré, à vous, en une minute, qu'est-ce qui peut être la solution aujourd'hui? Je pense... Maître Touré. Maître Touré? D'accord, à vous, 30 secondes. Je pense que infailliblement, nous devons aller à la création d'un nouvel État. Parce que l'État actuel, tel que nous l'avons connu depuis la période postcoloniale jusqu'à maintenant, on a besoin de créer un nouvel État. Des hommes nouveaux, une vision nouvelle pour affronter les défis. Ils sont énormes. Les défis sécuritaires, les questions de géopolitique, de géostratégie, dans un contexte international où aujourd'hui la situation n'est pas du tout favorable au peuple,
qui veulent conquérir leur indépendance, leur dignité. Merci beaucoup. Candidature unique de l'opposition, est-ce possible? C'était le thème du grand dialogue de ce soir. Nos invités, Nouhoum Togo, porte-parole du chef de file de l'opposition, Nouhoum Keïta du parti Sadi, également de l'opposition, et Maître Abdourahmane Ben Mamata Touré, avocat. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Nouhoum Djiré à la régie vidéo Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour le forum de la presse et à la semaine prochaine également pour de prochains grands dialogues de Studio Tamani. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.